Alors, troisième pionnier de l'art abstrait, après Kandinsky, après Malevich, le Hollandais Piet Mondrian. Hein. Alors, comme je vous disais un petit peu plus tôt, Mondrian est certainement beaucoup plus influencé par des doctrines ésotériques, enfin en particulier par la théosophie, que l'étaient des gens comme Malevich. D'ailleurs, ce n'était pas non plus complètement absent de Kandinsky et ses intérêts pour la théosophie. De quoi s'agit-il? Enfin, c'est une espèce de doctrine ésotérique qui a été fondée par une dame une dame de la noblesse russe, qui s'appelait Madame Blavatsky, dont vous voyez le portrait, et qui avait écrit, enfin, à la fin du 19e siècle, un livre qui s'appelait La doctrine secrète, hein, et dans lequel elle révélait, en somme, que pour elle, l'univers est comme une manifestation de la divinité, et que, d'ailleurs, il y a plusieurs univers qui se succèdent, et qu'à chaque univers différent, on aurait une manifestation de plus en plus claire de l'absolu, du divin, si vous voulez. Et que donc, avec le temps, on assisterait à une espèce d'évolution spirituelle de l'homme. Alors, Mondrian, bien sûr, n'a pas lu directement les écrits de Blavatsky, mais il connaissait cette doctrine par le biais d'un théosophe hollandais, Schoenmaker, qui avait écrit d'ailleurs un livre fort intéressant qui éclaire vraiment, d'une certaine façon, l'art de Mondrian et qui s'appelait La nouvelle image du monde. Et contrairement à Mme Blavatsky, Schoenmaker était intéressé par l'art. Il se demandait d'ailleurs quel serait l'art d'un monde plus évolué, plus spiritualisé que le monde antérieur. Et il aboutissait à l'idée que non seulement cet art-là serait de plus en plus abstrait, même géométrique, mais que ça tournerait essentiellement à une opposition entre la verticale et l'horizontale, si on veut, une forme de croix, et comme disant, enfin, que c'est là que les grandes oppositions, enfin, qu'on rencontre entre le masculin, le féminin, entre le spirituel, le matériel, entre l'extérieur et l'intérieur, le passif, l'actif, en fait, toutes ces oppositions, à vrai dire un peu simple, hein, se retrouveraient comme ça symbolisées par ces verticales et ces horizontales et par cet art plus géométrique. C'est tellement étonnant ce texte de Schoenmaker qui précède en somme l'art de Mondrian de plusieurs années qu'on a l'impression justement que Mondrian a trouvé là son inspiration. Mondrian était un personnage qui n'aimait pas beaucoup les livres, il en conservait très très peu dans sa bibliothèque. Or, il avait 2 copies de ce livre de Schoenmaker toute sa vie, en fait, il l'a accompagné même à sa mort à New York, il y avait encore ces livres-là. Alors, c'est pour dire l'importance qu'il attachait à ça. Évidemment, il n'est pas parti directement, disons, à illustrer des doctrines théosophiques. Ses tout premiers tableaux, enfin, se rattachent davantage, je dirais, à la tradition romantique que nous avons évoquée plusieurs fois, comme par exemple ces tableaux qui tournent autour de thèmes de fleurs, hein, comme le chrysanthème. La fleur, c'est un peu comme un microcosme, enfin, qui représente l'ensemble du monde dans une seule forme, si on veut. Et alors, là, il rejoint un thème plus romantique. Hein. Mondrian a peint aussi des tournesols, un peu comme Van Gogh. Alors là, vous voyez la filiation avec. Seulement, il a fait des tournesols, j'allais dire, mourants, hein, qui sont presque séchés. Là aussi, c'est un thème qui pourrait très bien se rattacher à la tradition romantique, ce thème de la vie, enfin, ces arbres anthropomorphes, ces plantes qui suggèrent un peu le développement de la vie et de la mort. Hein. Ensuite, un autre thème qui se rattache aussi à cette tradition, qu'on voit Mondrian utiliser beaucoup aussi, c'est, j'allais dire, les églises, mais c'est presque l'idée d'une ruine de l'église, une église en ruine, comme ça, dans un paysage, et qui serait, à ce moment-là, un peu la suggestion, un peu comme on a chez les romantiques allemands, de ces témoins des âges de la foi, dont il nous reste simplement des architectures, comme ça, isolées dans le paysage. Seulement, si vous remarquez la façon dont compose Mondrian, il est intéressé évidemment par ce thème-là, parce qu'il y a beaucoup de vertical et d'horizontal, mais aussi il donne une espèce d'autonomie à chaque plan dans le tableau. Le plan bleu, qui représente le ciel, qui est à gauche de l'image, si on veut, est un petit peu plus dense, un peu plus foncé que celui qui est à droite, comme si chacun de ces plans de ciel avait leur propre force ou leur propre autonomie. Hein? C'est une façon de voir les choses dans ce tableau. Il a aussi traité, j'allais dire, un équivalent des églises dans les moulins. Vous savez que dans le paysage hollandais, vous avez beaucoup de moulins à vent. Or, le moulin à vent était un peu comme,
a un peu le même type de présence qu'une église. Et là aussi, en peignant complètement à contre-jour, on peut dire qu'il a réduit le volume du moulin à devenir presque un plan. Hein. Et voyez un peu comment tous les éléments qui vont rentrer dans le vocabulaire définitif de Mondrian sont mis en place dès ce moment-là. Hein. Les verticales, les horizontales, la réduction des volumes à des plans, chaque plan ayant son autonomie, s'affirmant comme ça dans l'espace du tableau. Hein. Et jusque-là, on pourrait dire que Mondrian n'a pas illustré trop directement les doctrines théosophiques. Mais il va le faire dans un tableau que, j'avoue, qui était un peu compliqué. En fait, c'est une espèce de tableau à clé.